1000 kilomètres. 5 pays différents et 6 villes différentes. 21 jours et 0 €. Je m'appelle Édouard et en juin 2016, j'ai voyagé pendant 21 jours en Europe de l'Est sans dépenser d'argent. Mais je suis parti de Leipzig en Allemagne. J'ai traversé la République tchèque, j'ai traversé l'Autriche, la Slovaquie pour me retrouver 1000 kilomètres plus tard et 21 jours plus tard à Budapest en Hongrie. Et donc tout ça sans dépenser d'argent. Et pour rendre le challenge un peu plus intéressant et plus excitant, parce que sinon c'était pas assez difficile en fait, je me suis dit que j'allais pas utiliser Internet. Et du coup, j'ai pas utilisé de sites comme Couchsurfing ou Helpix. Alors pour ceux qui connaissent pas, ce sont des sites qui vous mettent en relation en tant que voyageur quand vous arrivez dans une autre ville avec un hôte, un local, et qui vous permettent de dormir gratuitement chez cette personne. Gratuitement pour Couchsurfing. Pour Helpix, il faut un petit peu travailler quand même. Genre travailler dans une auberge de jeunesse ou dans une ferme ou quoi que ce soit. Donc j'ai fait le choix de ne pas utiliser ces plateformes-là. Alors, j'ai vidé mon portefeuille et j'ai pris la route. Et je ne le savais pas en partant, mais en tout cas, je le savais bien en revenant que j'allais vivre une expérience qui allait changer ma vie. Alors évidemment, quand je suis rentré, il y a une question qui était sur pas mal de lèvres de mes amis, c'était pourquoi t'as fait ça? Et il y a 4 raisons que j'aimerais partager avec vous ce soir, les raisons les plus importantes qui m'ont poussé à me lancer dans ce genre d'aventure. Et la première, pour moi, c'était le dépouillement. Alors c'est quoi le dépouillement? En quelques mots, c'est prendre moins pour vivre plus. Et j'aimerais vous inviter à vous interroger, est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé dans une situation de voyage avec peu de choses, par exemple le voyage en sac à dos ou juste avec votre petite voiture ou en camping, en tente, où vous vous êtes dit, c'est quand même dingue, j'ai rien, j'ai quasi aucune affaire, j'ai beaucoup moins de choses qu'à la maison, mais pourtant je suis beaucoup plus heureux et j'ai l'impression de vivre beaucoup plus. Eh bien si ça vous est arrivé, c'est que vous avez été victime ou plutôt sujet au dépouillement. Le dépouillement, c'est ça, c'est alléger son sac pour alléger son esprit, faire de la place dans son sac, faire de la place dans sa tête, pour vivre plus de choses. En fait, au cours de mes précédents voyages, je me suis rendu compte que de plus en plus, j'essayais de retirer des choses de mon sac. Donc je suis parti d'un sac backpack de manière, un sac plus ou moins classique, et petit à petit, je l'allégeais jusqu'à voyager finalement avec un backpack qui était rempli qu'à moitié. Et on me demandait, pourquoi ton sac il est rempli qu'à moitié? Je disais, c'est le dépouillement, ça, c'est essayer de vivre avec moi. Et à un moment, je me suis dit, si on n'allégeait pas le portefeuille aussi, si on essayait de prendre moins d'argent, jusqu'au moment où je me suis dit, tu sais quoi, on va essayer d'en prendre pas du tout. Et là, cette question, elle est arrivée chez moi de me dire, comment serait la vie sans argent? À quoi ça ressemblerait pendant 21 jours de vivre sans argent? Et plus particulièrement, à quoi ressemblerait une interaction entre deux individus sans argent, surtout quand on voyage, où on a l'habitude d'arriver dans une auberge de jeunesse, on paye. On arrive dans un restaurant, on paye. On arrive à une visite, on paye. Mais qu'est-ce qui arrivait si on est substitué à l'argent? En d'autres mots, retrouver cette notion du cadeau gratuit, échange gratuit. Essayer de donner un sourire, de l'enthousiasme, une histoire à raconter, parfois simplement tendre une oreille pour écouter un problème, chanter une chanson, danser, quoi que ce soit. La raison suivante, c'est mettre un pied dans la culture. De plus en plus, au cours de mes voyages, je me suis rendu compte que ce que j'aimais, c'était de rencontrer les locaux. Plus même que la ville. Je me suis dit, à la fin, en fait, je ne visite même plus une ville. J'essaie de visiter ses habitants. Et je me suis dit, pendant le temps d'un voyage, je vais essayer, dans chaque ville, de vivre quelques jours comme un local. Comme une personne qui habite vraiment là. Alors évidemment, c'est impossible, surtout en si peu de temps. Mais on peut essayer.
Et je me suis retrouvé, en fait, à parfois moins visiter la ville que passer du temps avec un local. Par exemple, quand j'étais à Bratislava, en Slovaquie, quand je suis rentré, j'ai pas mal d'amis qui m'ont demandé « Tiens, qu'est-ce que tu as visité? Est-ce que tu as vu ce musée? Est-ce que tu as vu cette église ?» Et en fait, je n'ai rien vu de Bratislava. Parce que le premier soir où je suis arrivé, j'ai rencontré 2 Slovaques qui m'ont hébergé. Et le lendemain, en se réveillant, ils m'ont demandé « Qu'est-ce que tu veux faire, Edouard, de ta journée ?» Je leur ai dit la même chose que vous. Qu'est-ce que vous faites? Et ils m'ont dit nous, on va dans un lac à 50 km en dehors de Bratislava, donc tu visiteras pas trop la ville, quoi. J'aurais dit, mais il n'y a pas de problème, j'aurai toute ma vie pour retourner dans la ville avec de l'argent, de manière plus classique de tourisme, et visiter la ville. Par contre, aller voir un lac avec 2 locaux, ça je pourrais plus faire. Alors c'est avec vous que je veux passer la journée. La raison suivante, ça a été restaurer ma foi en l'humanité. Alors ça sonne comme un gros mot, on se dit encore une fois, mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il ait besoin de restaurer sa foi en l'humanité? Mais quand on prend la chronologie de mon voyage, j'ai voyagé en juin 2016, et comme on s'en souvient, 2016, 2015 aussi, ça n'a pas été des années dingues pour la Belgique ou pour la France ou pour le reste du monde. En fait, on avait un peu l'impression, à chaque fois qu'on ouvrait un journal ou qu'on ouvrait Internet, ça devenait assez difficile de ne pas être déprimé, quoi. On voyait pas mal de titres de médias qui nous disaient que le monde allait mal, que l'être humain était mauvais, que l'être humain était égoïste, ne pensait qu'à s'entretuer, etc. Et j'étais arrivé à un moment où je me suis dit, j'ai envie de voir de belles choses, en fait, moi. J'ai envie de voir que l'être humain, il est capable de bonnes choses, qu'il est capable d'accueil, qu'il est capable d'entraide, etc. Et la dernière raison, ça a été tout simplement Internet. Prendre de la distance par rapport à mon smartphone. Ce petit objet qu'on a tous dans notre poche en permanence, on est tellement accro, et moi le premier, et j'avais besoin de voir, ok, je vais essayer de voyager, je vais essayer de vivre un petit peu sans Internet. La deuxième question qui était sur beaucoup de lèvres quand je suis rentré, c'était « Edouard, comment t'as fait ?» Et je me souviens que j'ai même un ami qui m'avait dit « Edouard, comment t'as fait pour survivre pendant 21 jours sans argent? Moi, j'arrive même pas à survivre un jour sans argent. Je dois bien manger quelque part, je dois bien dormir. » Alors voilà le secret. Quand vous voyagez, vous n'avez jamais que 3 choses à payer. La première, c'est le transport, la deuxième, c'est la nourriture, et la troisième, c'est le logement. Et alors il y a une 4e catégorie aussi, que j'appellerais extra, et dans laquelle on met tout ce qui est le culturel, les visites de musées, l'achat de souvenirs. Alors ça, d'emblée, je vous préviens, vous ne l'aurez pas, cette catégorie. Votre extra, vous devrez le trouver autre part. Vous devrez le trouver dans la rencontre avec les personnes. Vous devrez le trouver dans simplement se balader dans la ville et essayer de juste sentir la ville, juste regarder les monuments, juste essayer de passer du temps dans cette ville et pas faire plein de visites. Et en fait, vous n'aurez pas de visite guidée par un vrai guide, mais vous aurez une visite guidée par un local. Vous n'aurez pas les histoires que vous raconteront le guide touristique qu'il a appris dans un livre ou dans une université. Par contre, vous aurez les histoires de personnes locales qui l'ont appris de leurs parents ou de leurs grands-parents. Mais pour les 3 premières catégories, voilà comment vous pouvez vous en sortir. Pour le transport, j'ai fait du stop tout le long. J'ai été pris par des voitures, j'ai été pris par des camions, j'ai été pris par des camionnettes. En fait, pour être honnête avec vous, ça, c'était pas une camionnette, c'était un corbillard. Ce monsieur transportait sa voiture, son corbillard, de Leipzig à Dresden, et pour la faire courte, disons qu'on n'était pas que 2 dans la voiture. J'ai même été pris par une Smart qui roulait à du 150 km/h sur l'autoroute en Autriche. Je dois vous avouer que je ne savais pas qu'une si petite voiture pouvait rouler si rapidement. Et pour être honnête, j'avais un petit peu peur. Pour la nourriture, je demandais simplement à des restaurants pour avoir des restes. C'est-à-dire que je rentrais dans un restaurant, je trouvais un restaurateur ou un serveur et je lui déballais toute mon histoire. Bonjour, je m'appelle Edouard, j'ai 23 ans, je suis un voyageur de Belgique et mon but c'est de passer de Leipzig en Allemagne jusqu'à Budapest en Hongrie, traverser 1000 km et tout ça sans dépenser un seul euro. Alors si vous avez quoi que ce soit qui n'est plus bon dans votre restaurant, que vous comptez jeter et que vous pourriez me donner, je serais très heureux. Alors, il y a un truc que j'ai reçu beaucoup, c'est non. Voilà, ça j'ai beaucoup reçu de refus. Par contre, j'ai aussi reçu beaucoup de pain. Et je crois que c'est la chose que j'ai le plus mangé durant le voyage.
Et pendant des jours entiers, parfois, c'est la seule chose que j'ai mangée, du pain et de l'eau. Mais comme vous le voyez sur cette photo, j'étais heureux, très heureux. Très heureux de voir déjà que c'était possible, que l'échange était possible. Mais ce qui arrivait parfois, c'est que le restaurateur me disait « Édouard, assieds-toi, je vais cuisiner quelque chose pour toi. » Et là, s'en suivait un truc de fou. Il se mettait au fourneau et de A à Z, il me cuisinait un petit plat. Ou il me donnait un super bon truc comme un dessert. C'est comme ça que j'ai eu des pizzas, des restaurants thaï, des restaurants vietnamiens, des kebabs, un gâteau au chocolat avec un petit cappuccino à Leipzig, un gratin dauphinois sur une terrasse à Dresde avec une très belle vue. Ce gâteau au chocolat avec un macaron dans le restaurant numéro 1 selon TripAdvisor à Budapest. Et cette petite soupe et ce jus de fruits dans le restaurant numéro 1, encore une fois selon TripAdvisor, à Vienne cette fois. Vous pouvez me croire ou non, mais dans ce restaurant, le serveur a même retiré ma chaise pour que je puisse m'asseoir. Je dois vous avouer qu'on ne m'a jamais fait ça dans ma vie. Pour le logement, ça se corse évidemment. C'est une chose que d'offrir à quelqu'un de le prendre en voiture pour faire de l'autostop. C'en est une autre de donner une assiette, un repas à un inconnu, mais alors c'en est une toute autre que d'héberger un parfait inconnu chez soi. En fait, imaginez si ce soir, après la conférence, après avoir bu quelques verres, vous rentrez chez vous, vous vous baladez dans la rue pour arriver à votre voiture, et il y a un parfait inconnu qui vous aborde et qui vous dit « Hey, je peux dormir chez toi ce soir ?» Comment vous le prendriez? Alors comment ça s'est passé? Exactement comme ça. J'abordais des gens dans la rue, des parfaits inconnus, et je leur disais « Salut, est-ce que je peux dormir chez toi ce soir ?» Et alors là, il y a tout type de réactions. Il y a ceux qui s'enfuient en courant, évidemment. Il y a ceux qui disent non. Okay. Puis il y a ceux qui aimeraient dire oui, mais qui, parce qu'ils n'ont pas assez de place, ou parce qu'ils sont des enfants en bas âge, se voient dans l'obligation de dire non. Puis il y a ceux qui hésitent. Et ça, c'est mes favoris. Parce que c'est là où la relation elle va être la plus intéressante. Il y en a qui hésitent parfois jusqu'à 15 minutes avant de dire oui ou avant de dire non. Et c'est là où on va se dire, on va voir si la personne va sauter le pas. Est-ce qu'elle va tenter cette expérience? Est-ce qu'elle va rentrer dans cette aventure? Et alors, il y a une dernière catégorie de personnes, c'est ceux qui disent oui tout de suite. Alors, ceux-là, ils me fascinent. Je ne sais pas c'est quoi leur définition de la méfiance ou de la prudence, mais en tout cas, ils sont vraiment impressionnants. Ça m'est arrivé, par exemple, quand j'étais à Vienne, la première personne à qui j'ai demandé, c'était Florian, ce garçon, qui avait 23 ans, donc comme moi, il y a un an. Je lui ai raconté donc, mon histoire, mon voyage, etc. Je lui ai demandé est-ce que je peux dormir chez toi? Et il m'a regardé droit dans les yeux et il m'a dit « Ouais, d'office, viens avec moi. » Et ça m'a super surpris. Limite, en fait, vous devenez méfiant, quoi. Vous vous dites, d'habitude, les gens, ils hésitent, ils en parlent, etc. Mais voilà, il y en a qui acceptent tout de suite. Et j'ai passé 4 nuits chez lui à Vienne et c'était fabuleux. Et alors, ça m'est arrivé une deuxième fois, dans les rues de Budapest. J'ai rencontré Vladimir, un Russe de 28 ans qui était en voyage d'affaires. Il restait juste 2 nuits à Budapest et il louait un petit appartement. Et lui aussi, après lui avoir déballé mon speech, il m'a regardé aussi droit dans les yeux, m'a fait « Ouais, bien sûr, viens chez moi. » J'aimerais vous dire que le plus intéressant dans ces histoires-là, dans l'autostop, dans la nourriture dans les restaurants ou dans le logement, ce qu'il y a de mieux, en fait, c'est pas l'argent qu'on économise. Moi, j'avais de l'argent pour voyager. J'ai juste choisi de ne pas le prendre. Le plus intéressant, c'est que ces personnes qui sautent l'obstacle, ces personnes qui osent entrer dans cette aventure et qui disent oui, eh bien, ces personnes, elles vont jamais, en fait, juste vous donner quelque chose. Elles vont jamais juste vous dire, bien sûr, viens dans ma voiture, et puis après, pendant 200 km, ils vont juste se taire, pas s'intéresser à vous. Ou ils vont juste vous donner une assiette et vous dire « Ok, bon appétit, salut ». Ou vous dire « Ok, le lit est là, à demain ». Non, c'est fort improbable. Si la personne est assez dingue pour vous héberger chez elle, généralement, vous allez refaire le monde avec elle. Vous allez parler jusqu'à 4 heures du matin et vous allez parler de voyage, vous allez parler de rencontres, vous allez parler d'énormément de choses. Et c'est ça qui était le plus excitant et le plus enrichissant en fait, dans mon voyage. Le voyage sans argent, en fait, c'est juste un prétexte. C'est un prétexte pour provoquer la rencontre. C'est un prétexte pour provoquer une rencontre qu'on n'aurait pas eue si on avait eu de l'argent.
Parce que la personne, pensez-y, qui dit directement « oui, tu peux dormir chez moi », moi je la trouve drôlement intéressante et j'ai envie d'apprendre à la connaître. La première rencontre qui a vraiment donné un coup d'accélérateur à mon voyage, elle a eu lieu à Prague. Elle a été avec Even et Judy. Even, 30 ans, de Hong Kong, et Judy, 25, de Taïwan. Ils voyageaient à deux depuis quelques semaines en Europe. Et je les ai rencontrés sur le pont le plus connu à Prague. On a discuté ensemble, on a appris à se connaître, et quand ils m'ont demandé comment je voyageais, je leur ai dit, en fait, moi je voyage sans argent, je fais de l'autostop, etc., je dors chez des gens. Ils m'ont dit, on loue un appartement dans le centre de Prague, est-ce que tu veux dormir chez nous et visiter la ville avec nous? Je leur ai dit, ouais, d'office, évidemment, apprenons à se connaître. Et s'en sont suivis 48 heures absolument folles, où on a visité ensemble et on a fait mille et une choses. Ce qui était marrant, c'est qu'ils avaient des amis aussi qui voyageaient avec eux. Et on s'est retrouvés au restaurant le soir à échanger ensemble. Et l'un d'eux, en discutant avec, m'a révélé qu'il était ancien champion de breakdance. Une chose en emmenant une autre, on s'est retrouvés dans la chambre à faire une battle, lui et moi. Comme vous allez le voir, je me suis bien fait démonter. Le lendemain, on a repris la route de notre visite de la ville. À un moment, il a commencé à pleuvoir des cordes, donc on s'est abrité sous un pont, et visiblement, comme il pleuvait énormément, beaucoup de gens ont eu la même idée. On s'est retrouvé avec différents groupes de touristes, et Judy et Even m'ont dit « Edouard, sors ta guitare, chante une chanson ». Et là, les différents groupes de touristes ont commencé à chanter avec moi, et ça a donné une belle alchimie ensemble. En se baladant ensuite, on est tombé sur un groupe de Tchèques qui dansaient des danses tchèques, chantaient des musiques tchèques. Et là, direct, j'ai pris Judy par la main et je lui ai dit « Viens, on va à leur rencontre, quoi ». Et pourquoi cette petite anecdote qui a l'air sans sens est si importante pour moi? C'est parce que, en fait, à force de faire ce voyage, je pense que c'était déjà le 9e jour du voyage, à force de tout le temps, tous les jours, aborder des nouvelles personnes, parce que j'avais une vraie excuse, je devais trouver un logement, je devais trouver de la nourriture, je devais trouver quelqu'un pour me transporter, à force de faire ça, en fait, on devient une machine à aborder des inconnus. C'est-à-dire qu'on n'a plus du tout besoin d'excuses, quoi. Avant, à la limite, on a un prétexte, quoi. Il y a quelque chose à raconter. Mais à la fin, on se transforme vraiment, on se trouve à parler à quelqu'un juste en disant « salut ». Et à la fin, c'est ce que j'essayais. J'allais vers quelqu'un et je disais « salut ». Et alors là, la réaction des gens, elle est fabuleuse, quoi, parce que souvent, c'est « est-ce qu'on se connaît? Est-ce que tu as quelque chose à me demander ?» Et non, j'ai juste envie de te connaître. Et c'est ce qui s'est passé avec eux, et on a pu échanger 15 minutes ensemble, et danser avec eux, chanter avec eux. Quand je suis rentré chez moi, je me suis rendu compte que Judy avait posté un article sur Facebook et ainsi qu'une photo. En fait, c'était une vidéo sur moi. Et c'est ce genre de moment en fait où le voyage prend tout son sens. Parce que vous savez, il y a une question qu'on se pose souvent quand on voyage sans argent, c'est qu'est-ce qui me donne le droit finalement de le faire? En tant qu'occidental, privilégié, qui a toujours tout eu, qu'est-ce qui me donne le droit de me mettre dans une autre culture et de demander tant de choses d'un inconnu? Et quand on voit ce genre de message, ça donne un sens à notre voyage. On se dit, ça a pu égayer la journée d'une personne, là en l'occurrence Judy, ça a pu l'inspirer à, je sais pas, sortir de sa zone de confort ou faire quelque chose dont elle a peur. Et rien que pour ça, ça a donné un sens à mon voyage. À Vienne, j'ai fait ma deuxième vraiment belle rencontre du voyage, et elle a eu lieu avec Yousra. Yousra, c'est une dame de 28 ans, et c'est une réfugiée afghane. Donc elle et sa famille ont quitté l'Afghanistan quand elle avait que 4 ans. Ils ont fui la guerre et ils sont arrivés en Autriche. Et elle a également vécu durant sa vie pendant 5 ans aux États-Unis. Du coup, quand on lui demande d'où est-ce qu'elle vient, elle n'a pas trop de réponse en fait. Et au cours de nos conversations, donc j'ai dormi une nuit chez elle, et au cours de nos conversations, elle m'a expliqué, tu sais Edouard, c'est vraiment marrant la façon dont tu voyages, parce que c'est exactement la même façon de voyager qu'il y a 40-50 ans en Afghanistan. Je lui ai dit, pourquoi? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Et en fait, il y a 40-50 ans, c'était tout à fait standard de voyager comme ça. Les voyageurs allaient de ville en ville en faisant de l'autostop, et le soir, ils toquaient aux portes des habitants et leur demandaient l'hébergement. Et en tant qu'habitant, en votre qualité d'hôte, vous deviez accepter la personne chez vous, lui donner le meilleur lit, mais également la meilleure assiette de nourriture. Et c'est ce qui s'appelle l'hospitalité, et c'est une valeur essentielle dans la culture afghane.
Alors quand j'y pense, je trouve ça fou parce que je me dis qu'il y a 40-50 ans, si j'étais né en Afghanistan, jamais on ne m'aurait invité à donner une conférence sur le voyage sans argent parce que c'était juste une manière tout à fait standard de voyager et que ça n'avait rien d'exceptionnel. Et elle aussi, en rentrant, je me suis rendu compte qu'elle avait posté un article sur moi sur Facebook et des photos. Et encore une fois, ça m'a vraiment fait plaisir. La troisième belle rencontre que j'ai faite, elle a eu lieu sur le pont le plus connu de Budapest, où je me baladais et je suis tombé sur deux Espagnols du sud de l'Espagne, donc d'Andalousie. Et on a échangé ensemble, on a discuté. Et une chose en emmenant une autre, on a commencé à danser ensemble, à chanter ensemble. Et on a aussi rencontré un groupe d'Américains qui étaient à Budapest le temps d'un tournage de film, ce qui est plutôt cool. Et encore une fois, le fait de voir ce petit groupe de deux filles espagnoles, ce groupe d'Américains, moi le Belge sans argent, et voir qu'il y a une espèce d'alchimie qui se passe, mais ça m'a vraiment fait plaisir. Je suis sûr que c'est quelque chose que vous avez déjà dû vivre dans votre vie, que ce soit en voyage, que ce soit en retraite, que ce soit en stage de sport, que ce soit en voyage avec l'école. Ce genre de moment où quand vous passez, plus avec Judy et Evan que dans cette situation-là, mais quand vous passez 24 heures sur 24 avec une personne, que vous vivez beaucoup de choses, spécialement des choses qui sont fort différentes de ce que vous vivez dans votre vie de tous les jours, eh bien ça forge quelque chose et on se dit parfois, j'ai l'impression d'être plus proche de cette personne que je le suis avec des amis de longue date, parce que vous avez vécu tellement de choses particulières que ça forge une amitié assez dingue et on a du mal à se quitter. Et la dernière rencontre, c'était avec Tot, dans les rues de Budapest. Tot, c'est un ancien sans-abri, et cette rencontre a vraiment bouleversé mon voyage. Tot, il a passé une année dans les rues de Budapest. Il avait même sa carte d'SDF, parce qu'à Budapest, en fait, il faut demander à l'État une carte d'SDF. Et c'est une chose qu'on a amené une autre, en fait. Il a perdu d'abord son travail, puis ça s'est fini avec sa copine. Et une chose en emmenant une autre, il s'est retrouvé à vivre dans les rues de Budapest. Mais il a repris sa vie en main. Et maintenant, je suis très heureux de dire qu'il a un bel appartement, qu'il a un beau travail, qu'il a une femme et qu'il a même une petite fille. Et il m'a vraiment donné une leçon d'humilité. Il m'a montré que même dans les moments les plus bas de notre existence, on peut toujours se relever et faire quelque chose de beau à partir de quelque chose d'assez tragique. Et comme Yousra, aussi la réfugiée afghane, souvenez-vous, ces deux personnes durant le voyage qui m'ont expliqué, tu sais Edouard, comme on a vraiment été dans le besoin à une période de notre vie et qu'on a été accueillis, que quelqu'un nous a ouvert la porte. Pour Yousra, c'était le fait qu'elle avait été accueillie par l'Autriche, et pour Tot, c'était le fait que parfois des amis ou des passants ouvraient leurs portes pour l'accueillir. Ils m'ont expliqué, plus que n'importe qui, on sait ce que ça fait. Et pour cette raison-là, on ouvrira toujours notre porte, toujours. Alors qu'est-ce que j'ai appris de ce voyage? Quelles sont les leçons que j'en ai tirées? J'en ai retiré 5 principales que j'aimerais partager avec vous. Et la première, c'est que l'important au final, c'est pas tant ce qu'on reçoit, c'est ce qu'on donne. En fait, si je vous donnais ce soir 100 €, qu'est-ce qui vous ferait le plus plaisir? Vous achetez quelque chose à vous-même ou les dépenser pour offrir quelque chose à quelqu'un? Voir le sourire sur son visage, voir que vous avez fait plaisir à une personne. En fait, j'ai commencé ce voyage en me posant les mauvaises questions. À chaque fois que je rencontrais un inconnu, je me disais, qu'est-ce que cette personne peut me donner? Qu'est-ce que je peux prendre de cette personne? Peut-être que je peux avoir un logement, de la nourriture ou un transport. Et c'était des questions complètement malsaines et c'était une mauvaise façon de voir le voyage. J'ai terminé mon voyage en me posant des questions tout à fait différentes. Des questions comme, qu'est-ce que je peux donner à cette personne? Qu'est-ce que je peux lui apporter? Que ce soit un sourire, mon enthousiasme, une histoire à partager, une oreille pour écouter les problèmes, danser avec eux, leur chanter une chanson, quoi que ce soit. Et changer ces questions de qu'est-ce que je peux recevoir à qu'est-ce que je peux donner a complètement changé mon voyage. Et je dois vous avouer que j'ai vécu les plus beaux moments de mon voyage lorsque j'étais dans l'optique de donner et pas dans l'optique de recevoir. La deuxième chose que j'ai appris, c'est de refinir ma notion du rejet. Qui dans cette salle s'est déjà fait rejeter? Alors les personnes qui n'ont pas levé leurs mains, vous êtes des gros menteurs.
Parce que le rejet, c'est quelque chose qu'on expérimente tous. On va à une interview pour avoir un job, un entretien d'embauche, on n'obtient pas le job, on se fait rejeter. On voit une jolie fille dans un bar ou un joli garçon, on essaie d'avoir son numéro, on se fait rejeter. C'est quelque chose qu'on expérimente tous. Le problème, c'est que la plupart d'entre nous, on expérimente le rejet une fois par jour, une fois par semaine, ou parfois une fois par mois. Et on n'en a pas tant l'habitude, et c'est pour ça qu'il fait si mal. Mais il y a deux choses que j'aimerais partager avec vous par rapport au rejet. Et ça vient d'une personne qui s'est fait rejeter 20 fois par jour pendant 21 jours, entre les rejets que j'ai pris lorsque je demandais pour le stop, pour la nourriture ou pour le logement. La première chose que j'ai appris, c'est que le rejet, quand quelqu'un vous rejette, elle ne vous rejette pas vous en fait. Elle rejette ce que vous représentez. Alors ne le prenez jamais de façon personnelle. Par exemple, quand vous faites de l'autostop, j'aimerais savoir qui a déjà fait de l'autostop dans la salle. Okay, on a un pur groupe en fait ce soir. Okay, un groupe de winners. Alors quand vous faites de l'autostop, la vaste majorité des personnes qui ne vous prendront pas en autostop ne vous prendront pas simplement parce qu'ils sont comme ça. C'est dans leur identité. C'est le genre de gars, c'est le genre de filles, ils ne prennent pas d'autostoppeur. Vous êtes un autostoppeur, ils ne vous prennent pas. Ce n'est pas à propos de vous, c'est à propos d'eux. Donc ne le prenez pas de manière personnelle. Et la deuxième chose par rapport au rejet, c'est que le rejet ne signifie pas que vous n'aurez rien. Le rejet, ce n'est pas game over, ce n'est pas la fin. Ça veut juste dire que vous aurez quelque chose d'un petit peu différent. Par exemple, lorsque je demandais à des gens dans la rue « Est-ce que je peux dormir chez toi ?» et que la personne me disait non, je ne me disais pas « Ok, ça veut dire que je vais dormir dehors ce soir, ça veut dire que je vais trouver personne. » Je me disais « Ça veut juste dire que je vais trouver une autre personne, vivre une autre expérience qui sera peut-être même mieux que l'expérience que je viens de rater. » Le rejet, c'est aussi la vie qui nous dit « Reformule ta demande » ou, ma préférée, « Il y a quelque chose à apprendre ici, apprends-le et tu auras ce que tu voudras. » Mais on ne devrait pas avoir peur du rejet. Il fait juste partie de la vie, il faut juste l'accepter. Et pour moi, obtenir ce qu'on veut dans la vie, c'est juste une question d'être prêt à expérimenter suffisamment de rejet avant d'obtenir ce qu'on veut. La troisième chose que j'ai appris, c'est que si l'on supprime cette peur d'aborder un inconnu, en fait, le monde, ça peut être une plaide de jeu incroyable. Et la vie peut être vraiment quelque chose de génial. Quand on voyage sans argent, on est constamment forcé d'aborder des inconnus. Constamment, parce que notre survie, quelque part, dépend d'eux. Dans notre vie de tous les jours, on a parfois un peu de mal à aborder des inconnus. Même parfois, lorsqu'on est perdu, on a même du mal à demander notre chemin. C'est juste devenu tellement facile de sortir son téléphone, de demander à Google. On n'a plus l'habitude, en fait, d'aller parler à quelqu'un qu'on ne connaît pas et de créer quelque chose à partir de rien. Mais ce voyage m'a appris à laisser tomber cette peur d'aller parler à un inconnu. Et j'ai appris qu'on n'a pas besoin d'une bonne raison pour aborder quelqu'un qu'on ne connaît pas. On n'a pas besoin d'être dans la même université ou d'être dans le même club de sport ou d'être introduit par un ami commun. On devrait oser juste aller chez une personne et dire « Voilà, salut, je t'ai trouvé cool, je m'appelle Édouard, enchanté. » Par exemple, cette personne, ce garçon avec son ami, il trimballait un canapé dans les rues de Vienne et à chaque stop, il s'était fait un petit itinéraire de 7 monuments historiques. À chaque monument historique, il devrait déposer le canapé, se coucher dessus et juste apprécier la vie. Alors quand je les ai vus, je leur ai dit « Les gars, vous êtes incroyables, quoi. » Ils m'ont regardé et m'ont dit « Est-ce que tu veux venir avec nous ?» Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à passer tout un après-midi dans les rues de Vienne avec 2 Viennois à transporter un canapé. La quatrième chose que j'ai appris, c'est que parfois le fait de ne pas avoir le choix, c'est en fait la meilleure option. Quand on voyage avec de l'argent, on peut plus ou moins tout choisir. L'auberge de jeunesse ou l'hôtel dans lequel on va dormir, la nourriture qu'on va manger, le transport qu'on va prendre. Mais quand on fait ce choix de voyager sans argent, ce luxe du choix dans les options, il tombe complètement. Et quand quelqu'un vous donne quelque chose, vous devez juste l'accepter. C'est-à-dire que quand vous faites de l'autostop, par exemple, et que vous voyez une voiture qui s'arrête pour vous, vous ne pouvez pas juste dire au conducteur écoute, merci de t'être arrêté, mais ta voiture elle est un peu sale, j'aime pas trop ta tête, je vais plutôt prendre la suivante. Vous ne pouvez pas dire ça, parce que la personne, elle vous a donné une chance, donc vous devez lui donner une chance.
Et c'est comme ça que je me suis retrouvé dans le camion d'un camionneur ukrainien pendant 2 heures. Et durant 2 heures, il n'a pas arrêté de me raconter des histoires en ukrainien. Et je ne parle pas ukrainien. Et toutes les 10 minutes, je devais lui répéter avec un grand sourire sur ma tête, comprenez qu'il n'y a aucun mot que vous dites que je comprends. Mais vous savez, ça a été l'une des expériences les plus chouettes et les plus intéressantes de mon voyage, parce que je ne suis pas sûr que si j'avais rencontré cette personne dans un bar dans ma ville natale, j'aurais passé 2 heures à parler avec lui, spécialement pas en ukrainien. Mais là, à 1000 km de là où j'habitais, sans argent, j'avais pas le choix. Et parfois, le fait de ne pas avoir le choix, c'est la meilleure option possible. Et la dernière chose que ce voyage m'a appris, c'est qu'il n'y a pas de mauvaises expériences. Du moins quand on voyage. Je pense qu'il y a juste des expériences qui nous apprennent des choses, qui nous font grandir et qui nous mènent vers de meilleures choses. Mais pensez-y un petit peu, est-ce que les mauvaises expériences que vous avez eues, les moments de peine, les moments de douleur, les moments de rejet, c'est pas ça qui a fait que vous êtes la personne que vous êtes aujourd'hui? Il y a une question qu'on m'a posée souvent, qui venait des personnes qui m'hébergeaient. Ils me demandaient souvent, Édouard, tu parles beaucoup du positif dans ton voyage, mais est-ce qu'il n'y a pas des mauvais moments? Est-ce qu'il n'y a pas des mauvaises expériences? Alors bien sûr qu'il y en a. Il y a des moments de doute et il y a des moments de peur. Il y a des moments où on se demande, mais pourquoi je fais ça? Spécialement quand on est dans les rues de Prague à 4 heures du matin et que ça fait 8 heures qu'on a commencé à demander à des inconnus, est-ce que je peux dormir chez toi? Et qu'on s'est pris 40 rejets. On se demande vraiment, mais qu'est-ce qui me pousse à me mettre dans des situations de peine, de rejet, où j'expérimente tout ça? Alors qu'on se dit vraiment, allez, c'est bon, je pourrais juste dépenser de l'argent, je pourrais y arriver sans faire cette expérience. Mais c'est après 20 rejets que j'ai rencontré Yvonne et Judy, c'est après 30 rejets que j'ai rencontré Yousra, et c'est après, je pense, 40 rejets que j'ai rencontré Tot. Et c'est chaque petit rejet, c'est chaque petit moment de peine, chaque moment de doute, chaque moment de peur, qui m'ont mis au bon endroit, au bon moment, où cette personne-là, que ce soit Yousra, Tot, Yvonne et Judy, passait. Et c'est ce qui a fait que je les ai rencontrés. Alors au final, j'ai très peu de regrets, parce que finalement, c'est l'histoire de mon voyage, que chaque petit moment de douleur m'a amené à rencontrer les gens qui ont fait mon voyage, et à vivre des moments que je me rappellerai pour aussi longtemps que je vivrai. Alors en guise de conclusion, peut-être que vous pouvez vous demander, est-ce qu'il n'est pas en train de me vendre quelque chose quand même? Est-ce qu'il n'est pas en train de suggérer qu'on devrait tous vider notre portefeuille, prendre la route et voyager sans argent comme lui l'a fait? Alors évidemment que non. Si ce n'est pas votre truc, ne le faites pas. Ne le faites pas. Tout ce que j'aimerais vous dire, c'est que si ce voyage m'a bien appris une chose, c'est qu'on doit plus oser. Qu'on doit oser expérimenter le rejet, oser aborder des inconnus, oser se lancer dans des projets. En fait, qu'on doit oser se poser cette question, qu'est-ce que je ferais si je n'avais peur de rien? Et c'est une question que je vous inviterais à vous poser quand vous rentrez chez vous, ou demain, ou ce week-end. Qu'est-ce que je ferais si j'avais peur de rien? Et moi, je me suis beaucoup posé cette question, et je l'ai même placardée dans ma chambre, et finalement, la réponse a été ce voyage. Et j'aimerais terminer en vous racontant une histoire. Et cette histoire, c'est l'histoire de Sandro. Sandro, c'est lui. C'était le 3e soir à Leipzig. Et c'est un garçon que j'ai abordé pour dormir chez lui. Il a 21 ans, un Allemand. Et quand je l'ai abordé, il m'a dit écoute, Édouard, moi je suis quelqu'un de très prudent, je suis quelqu'un de... Voilà, je ne vais pas le faire. Mais on a discuté ensemble. Et au cours de la conversation, il m'a confié en fait que c'était un phobique social. Alors, j'avais jamais rencontré de phobique social de ma vie. Voilà, Sandro, il a passé quelques mois dans un hôpital pour cette raison-là. Et c'est quelqu'un qui a peur de la foule, peur des inconnus, peur parfois même de ses amis. Et après 10-15 minutes de conversation, il m'a regardé, il m'a dit « Tu sais quoi, en fait, je pense que je vais le faire. Je pense que je vais t'héberger chez moi. » Et là, je lui ai répondu avec beaucoup d'émotion, est-ce que tu te rends compte de ce que tu es en train de faire? Est-ce que, pour moi, tu n'es plus du tout un phobique social, là. Tu vas héberger un parfait inconnu chez toi, tu ne connais rien de lui. Tu es en train de faire un travail, là, sur toi. Et on a passé 2 jours ensemble, où on a vraiment appris à se connaître. Il m'a fait découvrir sa ville, il m'a fait découvrir sa vie.
Et après 2 jours, au moment de se quitter, c'était très dur. Je partais pour Dresde, la ville suivante de mon voyage. Et il m'a dit avant de partir, promets-moi une chose, que tu reviendras. Et j'ai tenu cette promesse, je suis revenu, je lui ai rendu visite cette année. Mais pour revenir au voyage, quand je me suis réveillé à Dresde, le matin, j'ai vu que j'avais un message de Sandro. Et dans ce message, c'était noté « Lorsque nous nous sommes rencontrés, nous étions des étrangers. Mais lorsque nous nous sommes quittés, nous étions des amis. » Eh bien, c'est tout ce que je vous souhaite pour vos voyages, de rencontrer des étrangers et que lorsque vous les quittiez, ce ne soit plus des étrangers, ce soit des amis. Merci à tous.